Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure, une lumière que nous allons braquer cette semaine sur un auteur, un écrivain multiprimé, auteur d'une vingtaine d'ouvrages traduits dans une quarantaine de langues, dont le plus célèbre, La délicatesse, c'était en 2009. David Fuenquinos, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, merci d'être avec nous. À l'occasion de la parution de votre dernier roman, numéro 2, toujours aux éditions Gallimard, votre éditeur depuis une vingtaine d'années. Alors numéro 2, puisque le personnage principal de votre livre, c'est un éternel numéro 2, c'est le petit garçon qui a failli être Harry Potter et qui ne l'est jamais devenu. C'est une histoire vraie au démarrage. C'est ça le pitch ? Oui, vous avez raison. Le point de départ est totalement réel. Moi, je connaissais pas un livre sur Harry Potter. Je ne connaissais pas très bien d'ailleurs cet univers. Un jour, je suis tombé sur un des films et du coup, je suis allé sur la page Wikipédia pour regarder quelques infos sur le chef-op, sur l'équipe technique, et je suis tombé sur l'interview de la directrice de casting qui a raconté l'incroyable aventure que le casting a été. Il faut imaginer que c'était un film à 100 millions de dollars. Sûrement, il parlait déjà de faire une saga. Le livre devenait un phénomène. Donc, ils ont auditionné des centaines d'acteurs. Et à la fin, ils ont hésité entre deux jeunes garçons. Et finalement, ils ont choisi Daniel Radcliffe. Et moi, j'ai tout de suite pensé à l'autre. Je me suis dit, un petit garçon de 10 ans qui passe à côté d'un tel rêve, qui a subi un tel échec, voilà, j'avais envie de suivre ce personnage et d'essayer d'imaginer comment il avait ressenti tout ça. Sur toutes ces années, c'est ce que vous décrivez très justement avec beaucoup d'humanité, cette thématique de l'échec et de la réussite, les deux faces d'une même pièce finalement. Vous avez raison là-dessus, c'est vrai que au-delà du point de départ, qui est ce casting, qui est donc une épreuve de la vie qu'on peut avoir dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, où on n'est pas choisi. Je raconte l'histoire d'un échec et comment surmonter cet échec. Alors pour la construction de ce personnage, parce que c'est, comme vous le disiez, effectivement issu de faits réels, je crois qu'il y a eu un petit garçon qui s'appelait Liam Aiken. Je suis allée faire mes recherches aussi. Je vois ça. Un petit Américain. Je vois ça. Alors c'est lui qui vous a inspiré ? Non, alors c'est pas tout à fait lui. Enfin, c'est pas la même chose parce que c'est vrai qu'on a parlé de ce jeune acteur américain. En tout cas, il y a des points communs avec la mort de son père, sans spoiler. Oui, d'accord. Un petit peu. Mais la différence, c'est que... Ah oui, non, ça, je ne savais pas. Ça, vous me l'apprenez. Parce que... Dans les mêmes circonstances. Vous me l'apprenez totalement, non. Mais pas au même âge. Vous êtes la première personne, incroyable. Enfin quelqu'un qui travaille sur mon... Non, mais c'est vrai que comme l'histoire du casting où il restait que 2 jeunes acteurs est vraie, on a parlé de cet autre jeune acteur qui effectivement, à un moment donné, a été pensé pour interpréter Harry Potter, mais il était américain. Et J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, a tout de suite dit que ça serait un film anglais, qu'avec des acteurs anglais. Donc il a été écarté très vite du fait de sa nationalité. Le fait qu'ils étaient 2 en finale, c'était 2 jeunes anglais. Donc c'est pas Laïm qui a inspiré non, donc c'était pas votre source d'inspiration principale. Mais par contre, je vais aller enquêter. Mais il y en avait d'autres, donc il n'y en avait pas en fait. Vous n'aviez pas un nom précisément. Non, elle dit une phrase qui pour moi a déclenché mon roman. L'imagination. Oui, alors c'est fictif bien sûr ce personnage, mais la directrice de casting dit une phrase qui a totalement éveillé mon imagination. Elle a dit, après des semaines d'hésitation, on a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Et je me dis il avait du cran aussi, vous ajoutez. Il avait du cran. Oui, il avait le cran, mais un petit quelque chose en plus. Et c'est vrai que c'est un livre qui raconte à quel point le destin peut basculer d'un côté ou d'un autre pour un rien, pour quelque chose d'infime, un petit quelque chose en plus. Je dis que c'est comme si la signification d'un roman pouvait changer par le simple positionnement d'une virgule. Alors, dans votre roman, il s'agit de Martin Hill, c'est le nom que vous lui donnez. Pourquoi Martin Hill ? Martin, c'est un prénom que vous aimez bien, et j'ai lu quelque part que c'est 90% du travail, un prénom. J'ai lu ça dans une interview. Ça, c'est vrai. Alors, Martin, non, je l'ai appelé sans aucune référence, parce que, comme il est franco-anglais, comme c'est un roman de fiction et que j'avais pas envie que le livre se passe en Angleterre, j'en ai fait un faux anglais. Et c'est vrai que du coup, Martine, voilà, c'est un prénom qu'on peut dire dans... Mais c'est vrai que c'est très très important, souvent, c'est ce que j'ai souvent dit dans mes romans, le choix du prénom est très très important. Quand j'ai écrit La délicatesse, j'ai mis du temps à comprendre comment s'appellerait mon héroïne. Et à partir du moment où j'ai trouvé Nathalie,
je me suis dit que tout ce qu'elle faisait avait une énergie de Nathalie. Et c'est vrai que Nathalie, ça évoque la naissance d'un point de vue étymologique. Et c'est un livre sur la Renaissance, puisque c'est une femme qui perd son mari. C'est un film, j'allais dire, parce que j'ai fait aussi le film. C'est un livre sur le deuil. Donc je crois beaucoup en l'énergie du prénom. Oui. Et Martin, quelle énergie? Martin, comme il est franco-anglais, c'est vrai que... Il y a la famille Martin chez vous aussi. Oui, et puis il y a Martin Millet aussi, oui, qui est un personnage qu'on a vu chez Florent Zeller, et qui était vous-même dans son livre, non? Alors là, je me disais, mais qui est Martin ? La fascination du pire. Oui, je me dis, qui était Martin Millet? Je ne sais pas. En fait, alors là, vous m'épatez. Hein. Alors, c'était pas du tout moi, mais il se trouve que c'est un voyage qu'on a fait avec Florian en Égypte en 2004. Et donc, c'était inspiré de faits autobiographiques. Il était avec un autre écrivain. Je vous remercie de ne pas croire que c'était moi, parce que dans le livre, il est quand même très tordu. Et donc, non, mais par contre, oui, on m'a beaucoup parlé du lien avec la famille Martin, qui était mon livre précédent. L'histoire d'un écrivain qui descend dans la rue et qui décide d'écrire un roman sur la première personne qu'il croise, en l'occurrence, une femme de 82 ans, Madeleine Tricot. Mais je crois beaucoup, en tout cas, c'est vrai, en la valeur narrative d'un prénom. Et vous-même, vous auriez pu être ce Martin Hill. Il y a une histoire aussi avec... Bon, je citais Gallimard, ça fait 20 ans que c'est votre éditeur. Ça fait 20 ans aussi d'ailleurs que J.K. Rowling a démarré sa saga Harry Potter, donc il y a ce chiffre 20 qui revient. Mais au départ, c'est un hasard total, puisque vous aviez envoyé beaucoup de manuscrits à beaucoup d'éditeurs. Et finalement, c'est le dernier qui n'avait pas encore répondu, qui vous rappelle, c'est Gallimard. Oui. Et l'aventure avec Gallimard oui, non, mais démarre, ça, c'est sûr. Mais encore ça a été une belle aventure, parce que avec moi, la version Lydie aussi. Hein. Exactement. J'ai écrit un manuscrit à l'époque, j'avais 25 ans. Ça fait longtemps que j'écrivais, j'avais jamais envoyé aux éditeurs. Et puis, j'ai envoyé à plein d'éditeurs, il a été refusé partout. Et miracle, il a été accepté par les éditions Gallimard, qui était l'édition la plus prestigieuse. Donc c'est pas un moment d'échec, ça, dans ma vie, parce que ça a été incroyable. Mais c'est évident que moi, j'ai connu plein de moments difficiles, plein de moments où j'ai été rejeté, où j'ai pas été aimé, où j'ai pas été désiré. Et même si on parle de publication, très honnêtement, souvent la publication, c'est une machine à désillusion. Parfois, il est plus dur de ne pas être publié, de publier que de ne pas être publié. Moi, je me souviens de plein de salons du livre où tout le monde venait me voir pour me demander où étaient les toilettes. Voilà, donc jusqu'à la délicatesse, j'ai eu plein de moments qui étaient très loin du succès, mais moi, j'en ai éprouvé aucune amertume. Je sais pas, après, c'est ma nature, peut-être liée au fait que j'ai été malade à l'adolescence, mais je vois toujours le bon côté des choses. C'est-à-dire que même si j'avais quelques lecteurs, je faisais des rencontres formidables, ça me comblait. C'est un livre sur, on en parle, le hasard, donc cette pièce qui tombe d'un côté ou de l'autre. Est-ce que vous y croyez vraiment à ce hasard? Moi, au-delà du hasard, je crois vraiment en la destinée. Après, parce que je suis assez aussi mystique, ou en tout cas... je crois beaucoup que certaines choses sont je ne vais pas dire écrites parce que ça fait un peu... mais j'ai l'impression qu'on est guidé vers des chemins qui nous attendent, voilà, pour être plus... Moi, j'ai beaucoup de mes livres, notamment Charlotte, qui parle des sensations étranges de la vie, du fait que j'avais le sentiment que j'étais toujours attiré par Berlin, j'avais envie d'aller à Berlin. Quand j'ai découvert l'œuvre de Charlotte Salomon, je l'ai écrit dans mon livre, j'avais le sentiment qu'elle m'attendait depuis toujours. Donc je crois en la mémoire des murs, je crois qu'il y a des sensations qui font que... Charlotte Salomon, donc une peintre oui. décédée à 26 ans à Auschwitz. Oui, exactement. C'est un roman, mais c'est une biographie presque. Tout à fait. C'est un livre qui est très important dans ma vie. C'est votre livre le plus important? Oui, clairement. C'est un livre en plus qui a eu le Goncourt des lycéens, donc j'ai cette chance incroyable qu'il soit beaucoup étudié à l'école. Ça me bouleverse parce que c'est vrai que c'est une femme... Moi, j'étais désespéré de voir à quel point elle était oubliée et si peu connue. Et c'est vrai que c'est une femme extraordinaire, pleine de courage, qui va chercher au plus profond d'elle-même, alors qu'elle est au bord du désespoir et de la folie, en exil, ayant tout quitté, la beauté au plus profond d'elle-même pour créer une œuvre lumineuse, une œuvre picturale, avec des écrits, avec des indications de musique. Donc oui, avoir eu cette chance, à un moment donné dans ma vie, d'écrire un livre qui ait remporté
un tel écho qui ait permis de mettre en lumière cette femme que j'admirais tant, c'est bien sûr le moment le plus fort de ma vie littéraire. Pour revenir sur numéro 2, est-ce qu'il y a une adaptation cinématographique prévue? Vous qui... C'est possible parce que c'est êtes une aussi, histoire un peu assez excitante, scénariste, le numéro 2. Ouais. Après, Ça ferait une mise en abîme un peu de la saga Harry Potter. Ouais, alors après, il ne peut pas avoir de film sans l'accord de la Warner. Oui. Et d'ailleurs, mon livre est non autorisé par J.K. Rowling et la Warner. Formule d'usage, hein, il n'y a rien de négatif dans mon livre. En plus, je crois que c'est très bienveillant vis-à-vis d'elle, que je ne connaissais pas très bien. Et d'ailleurs, j'ai adoré, pour écrire ce livre, me plonger dans le parcours de cette femme, qui est un exemple de... Enfin, elle donne envie de croire dans les choses de la vie, parce que franchement, elle a 25 ans, je raconte toute son histoire, c'est un conte de fées. Elle est désespérée, elle vit d'aide sociale, c'est une femme qui quitte un mariage compliqué où elle était battue, et c'est vrai qu'elle va devenir l'auteur la plus lue au monde. Donc le livre est non autorisé, mais parce que c'est très compliqué d'avoir accès à elle. Mais j'espère qu'il y aura un film. Vous l'avez jamais vu? C'est pas une obsession pour moi, les adaptations. J'aime bien que certains de mes livres ne deviennent pas des films. Non, je l'ai jamais vu, je lui ai écrit. Elle vous a répondu? Je vous tiendrai... non, pas encore. Non, pas encore. Non. Ça a toujours été une source d'inspiration pour vous? Qui? J.K. Rowling? Non, pas du tout. Non, ça a été... Parce que je crois que c'est à la faveur du confinement que vous avez oui, découvert là, Harry Potter. Vous ne connaissiez pas tant que ça? Non, je connaissais avec mon fils. J'avais vu quelques films, alors c'était pas du tout mon truc. J'aime pas trop la fantaisie, l'imaginaire, même si je comprends. En écrivant mon livre, j'ai lu un petit peu, et il y a quelque chose d'universel, puisque le point de départ, c'est quand même un adolescent qui est maltraité, qui n'est pas aimé, et puis d'un coup, on vient le voir et on vient lui dire mais viens avec nous, tu es formidable, tu vas vivre des choses extraordinaires, tu as des pouvoirs, tout le monde t'attend, on t'aime. Finalement, il y a comme une sorte de, je ne vais pas dire ici de voix divine, mais quelque chose qui fait qu'il est l'élu d'une certaine manière, et il est aimé et attendu, et je crois que qui n'a pas envie d'entendre ces mots comme ça, où on vous donne l'amour et puis le désir de vous attendre quelque part. Pendant 15 minutes, mais après on tombe de haut. Et après, il y a plusieurs années qui passent dans une désillusion incroyable, un désespoir infini. Vous connaissez mieux que moi. Pour ce pauvre Martin Hill. Oui. Oui, ça c'est pour mon personnage. Oui. Mon personnage, c'est vrai qu'il traverse, pour moi c'est un livre clairement je ne vais pas dire de résilience, mais c'est un livre de réparation. C'est un livre de consolation. C'est un livre où je vais prendre un personnage et tout faire pour qu'il surmonte cette épreuve. C'est un long chemin, ça c'est certain. Mais c'est un livre qui, je ne vais pas parler des vertus de l'échec, mais qui tente à montrer que parfois ce qu'on rate peut avoir une force. Peut-être que c'est même nécessaire de rater les choses avant de les réussir. Il va comprendre la valeur de son échec d'une certaine manière. La valeur est d'avoir été l'autre. Est-ce que ça n'a pas été mieux d'être l'autre? Parfois quand on est rejeté, quand on ne réussit pas quelque chose. Ça arrive très souvent d'ailleurs dans la vie quand on n'est pas pris pour un travail. Voilà, il y a d'autres choses qui se forment. Non seulement l'expérience, mais peut-être que notre destin nous attend derrière. Et c'est vrai qu'il va vivre d'autres choses. Et effectivement, il y a plutôt un happy end à la fin. Moi, je suis plutôt, je ne vais pas dire un auteur optimiste, mais parce que je ne fais pas l'économie ni de la douleur, ni de certaines choses graves. J'ai écrit des livres parfois très douloureux, comme Vers la beauté. Mais j'ai plutôt envie qu'un livre soit un chemin qui va vers la compréhension de soi. J'aurais pas envie de laisser mon personnage aigri ou voilà. Je crois que pour moi, le roman est comme une éducation. Quand un enfant a 18 ans, on a envie qu'il soit épanoui pour vivre sa vie. Moi, je veux quitter mes personnages en leur laissant leur chance d'être heureux. Et c'est un roman avec des petits clins d'œil à vos lecteurs les plus fidèles, puisqu'on retrouve les Polonais. Oui. Racontez-nous, oui, les Polonais, on les retrouve quasiment les Polonais, partout. Dans tous mes livres, sauf dans Charlotte, évidemment. Charlotte, forcément. Parce que je ne pouvais pas faire ce trait de légèreté dans ce livre-là. Mais au tout départ, d'ailleurs, c'était assez sérieux parce que c'est vrai qu'entre 15 et 25 ans, j'ai écrit tous les jours, sans penser qu'un jour je serais publié. Que ça me paraissait même improbable, je ne m'imaginais pas non plus écrivain. Et puis un jour, j'ai écrit un livre, une histoire un peu loufoque avec 2 Polonais.
Un livre que je vous conseille pas vraiment d'ailleurs. Et 6 mois après, j'étais publié chez Gallimard. Et je me suis dit, tiens, les Polonais m'ont porté chance. Et donc, par amusement, je me suis dit, maintenant, quoi qu'il arrive, dans tous tes livres, il y aura 2 Polonais à un moment donné ou à un autre qui vont apparaître. C'est ça. Sauf qu'avant, j'avais très par peu... superstition, peut-être, un peu. Ouais, et puis par amusement maintenant. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avant, j'avais très peu de lecteurs. Maintenant, Vous en avez beaucoup. J'ai beaucoup de lecteurs. Alors maintenant, des dizaines de milliers. Les lecteurs me demandent mais où sont les Polonais? Où vont être les Polonais, voilà. Bon, donc on les voit encore. Ils sont dans ce roman-là. On va poursuivre vers notre deuxième partie, David Fuenquinos. Je vais m'éclipser, vous allez rester là, seul, et je vais vous proposer 4 mots, à vous de nous les éclairer. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. David, comment vous sentez-vous? Très bien. Très bien. Allez, on enchaîne. Le premier mot que je vous propose, c'est le mot livre, forcément. Le mot livre, alors, c'est sûrement le mot le plus important de ma vie, enfin de ma vie professionnelle. En tout cas, c'est vrai que les livres, moi, ont changé ma vie. J'aimais pas du tout lire quand j'étais adolescent. Il n'y avait pas de livre chez moi. Je n'étais pas issu d'un milieu culturel. Et c'est vrai que j'ai été très gravement malade. J'étais opéré du cœur à l'âge de 16 ans. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital et à ce moment-là, les livres ont été une révélation pour moi. Voilà, comme tous ceux qui ont été gravement malades, on connaît cette énergie qui nous pousse vers le beau, vers le sensible, vers ce qui nous touche, vers ce qui est important. Et c'est vrai que les livres à ce moment-là m'ont permis d'abord de voyager de ma chambre, de quitter mon univers et en même temps m'ont nourri, m'ont consolé, m'ont réparé d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est le point de départ de mon amour immodéré pour les livres. Notamment Belle du Seigneur d'Albert Cohen, qui a des origines grecques comme vous. Oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai que j'ai adoré Cohen, j'ai beaucoup lu, mais c'est vrai que je suis devenu boulimique de lecture à ce moment-là. Entre 16 et 20 ans, j'ai lu vraiment sans m'arrêter. Les Russes ont été très importants, Dostoïevski, la littérature de l'Est d'une manière générale, Kundera, Gombrowicz, enfin, tellement d'auteurs. Et c'est vrai que souvent les auteurs d'ailleurs qu'on lit entre 15 et 25 ans, ce sont ceux qui vont nous accompagner toute une vie. Comment faites-vous le lien entre effectivement cette grave opération à 16 ans et cette envie de lire tout d'un coup? Alors on était en 1991, donc à un moment donné où il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas beaucoup de moyens d'aller vers l'extérieur et de s'échapper. Et donc non seulement les livres, ça m'a permis de m'évader, de me plonger dans des histoires, et en même temps la proximité de la mort, parce que c'est une maladie qui a fait que j'ai failli mourir. Je suis resté pendant plusieurs semaines en soins intensifs, donc ça a déverrouillé chez moi une forme de sensibilité. Je suis retourné vers les livres dans une énergie totalement différente à celle que j'avais avant, c'est-à-dire en regardant la beauté des phrases, en m'intéressant au style, en étant ému par la... Oui, en ayant, disons, un rapport émotionnel au livre. Vous auriez vécu une expérience particulière pendant cette opération? Oui, je l'ai dit assez récemment. C'est vrai que j'ai eu une expérience de mort, de plonger dans le... Je ne le raconte pas trop parce que ça paraît toujours étrange. Mais ma mère était témoin de ça. D'ailleurs, c'était lors d'une prise de sang juste avant l'opération. J'ai vraiment été aspiré par un tunnel de lumière, d'extase d'ailleurs parce que je souffrais et ça m'apaisait totalement. Et puis étrangement, je me suis arrêté, je suis remonté à la vie. Et c'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir à partir de ce moment-là une seconde vie. Et je me suis rendu compte aussi, c'est dire l'importance de l'inconscient, que tous mes livres, aussi différents puissent-ils être, que ce soit La délicatesse, Charlotte, Le mystère en réplique ou le dernier numéro 2, parlent finalement toujours de cette réinvention de soi, de cette seconde vie, du fait d'être marqué à un moment donné par une épreuve ou un échec et de devoir le surmonter. Donc c'est le thème de ma vie et c'était le thème aussi de la vie de Charlotte Salomon qui dit cette phrase extraordinaire pour moi. Elle dit il faut être mort une fois pour pouvoir aimer véritablement. Donc j'ai l'impression que l'amour, en tout cas la création, sont vraiment liés à cette première mort. Le livre, on peut aussi penser à la religion du livre.
Oui, c'est pas à la religion du livre, c'est-à-dire. C'est comme ça qu'on nomme les trois religions du livre, les trois religions monothéistes que sont Oui, bien sûr. le christianisme, Oui, oui. l'islam et le judaïsme. Oui, oui. J'avoue que je pensais pas du tout, j'associe pas du tout le livre effectivement dans un premier temps au rapport religieux, même si évidemment je sais à quel point le livre c'est la place centrale et les textes sont la place centrale de toute élévation spirituelle et de toute éducation. Et ce livre-là, la Bible, vous le lisez? Non, je dois avouer que moi je suis pas du tout, j'ai pas beaucoup de rapport aux textes religieux. J'ai le sentiment parfois que la religion ou la spiritualité, en tout cas religieuse, c'est un passage, c'est un rendez-vous qui me paraît nécessaire à un moment donné ou à un autre dans une vie. Et j'ai le sentiment que ça m'attend à un moment donné, que ça m'attend quelque part, mais pas pour le moment. Et j'ai très peu, je suis très peu, comment dire, pour l'instant, en proximité avec ces livres-là. On va poursuivre avec le deuxième mot que je vous propose, et c'est le mot séparation. Le mot séparation, ça me fait penser à un de mes romans qui s'appelle Nos séparations, que j'ai écrit juste avant La délicatesse. Justement. C'était l'histoire d'un couple qui passait son temps à se séparer. C'était un roman d'amour plutôt ludique. Et d'ailleurs... Et vous écrivez, j'ai lu, c'est à partir de nos séparations que j'ai commencé à écrire ce que j'avais vraiment en moi. Avez-vous dit dans une interview à Lorient, au Liban. Ah, d'accord. C'est possible. Disons, j'ai dû dire ça parce que c'est vrai que j'ai écrit des livres assez loufoques, avec de l'humour, et puis il y en a beaucoup aussi dans Nos séparations, mais je commençais à y mettre de la mélancolie, de la gravité. Et c'est vrai que c'est un livre qui est le 7e roman et le 8e c'est La délicatesse. Je sentais bien que quelque chose se passait en moi à ce moment-là et que ce livre, Nos séparations, annonce peut-être la délicatesse. Et c'était d'ailleurs étonnant pour moi de me dire, tiens, Nos séparations, ça s'est vendu à 2 ou 3 000 exemplaires, c'était très très bien, mais... Et puis d'un coup, La délicatesse, c'était 1 300 000 exemplaires. J'avais le sentiment de ne pas avoir modifié tant que ça mon écriture, mon univers, mais... Il y a eu une rencontre avec le public sur La délicatesse qu'il n'y avait pas eu sur la séparation. Dans mon dernier livre aussi, numéro 2, c'est vrai qu'il est question de séparation, puisque ce jeune garçon, Martin Hill, qui n'a pas été pris pour être Harry Potter, se retrouve comme ça entre Paris et Londres, puisqu'il est franco-anglais. Ça, ce sont pour vos personnages de roman. Et pour vous-même, il y a eu des séparations professionnelles, des ruptures professionnelles. À 27 ans, vous démissionnez comme attaché de presse au Dilettante pour vous consacrer à l'écriture? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que je faisais des petits boulots, notamment au Dilettante à ce moment-là, à mi-temps. L'écriture était déjà très très présente dans ma vie. Et c'est vrai que moi, j'ai eu mon premier enfant quand j'avais 28 ans, mais tant que je n'avais pas un enfant, je pouvais mettre ma vie au service de ma passion, l'écriture. Et c'est vrai que j'ai quitté ce travail parce que non seulement j'en avais marre, mais j'étais déjà, moi, tous les matins, j'écrivais. Donc, si je n'avais pas réussi à vivre de l'écriture, maintenant, j'en vis confortablement et pour moi, c'est un luxe inouï. Chaque jour, je me rends compte de la chance, moi qui viens d'un milieu modeste, de pouvoir vivre de ce que j'aime. Mais si j'avais, comment dire... pas été publié ou que si mes livres n'avaient pas du tout marché, j'aurais quand même quitté ce travail à ce moment-là et j'aurais fait d'autres boulots pour pouvoir vivre. Oui, mais vous avez pris votre risque. Vous avez aussi été professeur de guitare. La musique, c'est une autre de vos passions. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si c'était un risque parce que très honnêtement, moi j'ai toujours... j'aime le travail. Je sais que quoi qu'il arrive, j'aurais fait, si je n'avais pas pu gagner ma vie avec mes livres, j'aurais fait, quoi qu'il arrive, d'autres
d'autres métiers. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai donné comme des petits boulots. J'ai fait plein de petits boulots et j'ai été notamment très longtemps professeur de guitare. Donc j'avais plein d'élèves. Puisque j'étais en école de jazz, à ce moment-là, j'essayais aussi de monter des groupes. J'avais envie d'être musicien. Puis ça ne s'est jamais fait. Une fois, pour rire, j'ai dit que j'étais devenu écrivain parce que je n'avais pas trouvé de bassiste. C'est complètement faux? Ou est-ce que vous avez hésité quand même? Non, mais on n'hésite pas. En fait, c'est la vie qui décide pour nous. Moi, j'ai le sentiment que à chaque fois que j'essayais de faire des trucs dans la musique, ça marchait jamais. Je montais des groupes, il y avait toujours quelqu'un qui n'était pas là, il y avait toujours un problème, ça marchait pas. Et puis j'écris un roman, j'envoie par la poste et j'ai été publié par Gallimard. Donc j'ai vraiment le sentiment que mon chemin, enfin celui qui m'attendait, c'était... Il y a un moment donné, il y a une porte qui s'ouvre quelque part. Et puis quand les choses sont faciles dans une voie, c'est peut-être par là qu'il faut aller. C'est ce que vous disiez au début, il y a peut-être une destinée, un destin. Comme notre mot, c'est séparation encore. Est-ce que vous avez connu des séparations plus intimes? Oui, bien sûr, dans ma vie privée, plusieurs fois. Oui, bien sûr. J'ai pas eu une vie linéaire. Hein. Après, j'ai pas eu non plus une vie, je parle pas trop en général de ma vie privée, mais j'ai pas eu non plus une vie éparpillée. Hein. J'ai eu 2 enfants et je me suis séparé des deux mamans et voilà ce que je peux dire déjà. Séparation rime parfois avec douleur. Écoutez, là ça serait rentré dans beaucoup d'intimité. Je pourrais dire que pas forcément. Vous savez, parfois maintenant il y a des histoires d'amour qui... En fait, il faut rechercher son propre épanouissement. Parfois, on peut être très heureux avec quelqu'un, même si on n'est plus dans un rapport passionnel. Il y a de la tendresse, il y a les choses qu'on partage, il y a les enfants, il y a l'intimité. Ça peut être très très beau aussi. Il y a des séparations parfois où les 2 personnes sont en accord avec l'idée de ne plus avoir à partager ou à progresser ou à vivre des choses ensemble. Et donc les séparations heureuses sont possibles. L'idée parfois, comme ça, que d'une manière miraculeuse, on puisse être en adéquation, dans le même rythme que l'autre, y compris dans le désamour. C'est vrai qu'il y a des séparations et il y a des unions. Vous êtes très famille, vous travaillez beaucoup, enfin de temps en temps avec votre frère Stéphane. Ça c'est l'inverse de la séparation, c'est plutôt l'union. Vous comprenez très très bien, je crois, sur un plateau. Ouais, c'est assez... alors moi, je suis pas assez marrant parce que je suis pas forcément très famille. Je suis assez... comment dire il y a des moments où je suis plutôt pudique, en fait, d'une certaine manière. Pas avec mes enfants, mais avec mon entourage. Et c'est vrai que mon frère en a trouvé aussi un langage d'affection autour du travail. Puisque c'est assez étonnant comment la vie nous a placés l'un en face de l'autre d'une manière si complémentaire. Et en aimant tous les 2 le cinéma, lui étant un peu plus âgé que moi, donc m'ayant initié au cinéma. Et c'est vrai qu'on a... c'est un grand plaisir pour moi de se retrouver quand on fait un film ensemble. Mais c'est aussi un plaisir de se manquer, d'avoir entre 2 films des moments où on se voit moins. Et on régénère finalement l'énergie de notre duo aussi. Alors on parlait de votre frère qui est donc dans le cinéma, directeur de casting au départ, mais aussi scénariste, réalisateur. Vous portez donc ce même nom, Frank Kinos, qui est, selon vous, le sèche-cheveux du cinéma? Non, oui, ça, j'avais dit... C'est la traduction littérale. Alors moi, j'adore la langue allemande. La langue allemande me fascine. J'ai écrit sur Charlotte Salomon, j'ai beaucoup parlé de la langue allemande. Kinos et cinéma. Voilà, en allemand. exactement. Et un jour, je me suis rendu compte que Fun en allemand, c'était le sèche-cheveux et Kinos, c'est le cinéma. Et j'ai dit, par boutade, que c'était mes 2 passions. C'est vrai que le cinéma, c'est très important, mais aussi le sèche-cheveux. Je suis quelqu'un d'extrêmement frileux, donc j'adore vivre sous la dictature du sèche-cheveux. C'est-à-dire j'adore d'abord le chauffage, j'adore le sèche-cheveux, c'est-à-dire que je peux, même si j'ai pas les cheveux mouillés, me rester 1 heure comme ça sous le sèche-cheveux.
C'est un plaisir d'air chaud, en fait. 1 heure sous un sèche-cheveux. Ouais. Bah écoutez, c'est pas. Voilà, on fait 50 minutes d'entretien, je dis plein de choses profondes, et puis ce qu'on va retenir, c'est ça. C'est ma passion du sèche-cheveux. C'est drôle. Mais en tout cas, la vraie traduction littérale de Fuenquinos, ce serait plutôt le vent du Sud qui est commun à tous, non? Ah oui, pourquoi? Fuen et Kinos en grec. Ouais. Oui, le chemin, et puis effectivement Fuen, le vent. Ouais. c'est le vent du Sud même, j'ai Ouais. lu. Et Kinos, c'est qui est commun à tous. Donc au lieu de dire le sèche-cheveux du cinéma à l'allemande, en grec, ce serait plutôt le vent du Sud qui est commun à tous. Ouais, bah, donc on est loin de la séparation. Ouais, non, vous mais je préférez préfère le sèche-cheveux. sèche-cheveux du cinéma, ouais. Sèche-cheveux et cinéma. Mais Allez, j'aime bien ce nom d'ailleurs. C'est-à-dire que moi c'est marrant parce que quand on devient écrivain, on nous appelle souvent par notre nom. Donc on m'appelle Fuenquinos souvent, et c'est vrai que ça me. J'étais pas très à l'aise avec mon prénom David, et d'une certaine manière, le fait d'être écrivain, c'est mon nom qui prend une domination sur mon prénom. pourquoi David? Le roi David? Vous savez, je sais pas, on aime souvent, enfin, en tout cas, quand on est adolescent, rares sont ceux qui sont tellement heureux d'être qui ils sont. Hein. Moi, je n'étais pas très à l'aise d'une manière générale. Allez, on enchaîne sur le 3e mot, et c'est sensualité. Oui, sensualité. Très important. La sensualité, le sensible, pour moi, je sais pas. Pour moi, c'est comme si c'est presque un rapport intelligent au beau, la sensualité. C'est presque l'idée de, comment dire, d'aller vers ce qui nous touche émotionnellement, vers ce qui nous trouble. Il y a une phrase très très importante pour moi, c'est une phrase d'Aragon qui dit: en vain, la raison me dénonce la dictature de la sensualité. Voilà, on parlait de la dictature du sèche-cheveux, mais la dictature de la sensualité est très importante. J'ai l'impression, moi, d'être souvent soumis à la dictature de la sensualité, soumis à ce qui me paraît beau, à ce qui me touche. Peut-être que c'est totalement lié à ma maladie, il y a l'idée d'avoir survécu à cette maladie. Mon livre Vers la beauté parle complètement de ça, parle de l'idée d'un homme qui quitte tout. On sent qu'il a vécu un drame, on le comprend plus tard dans le livre, et qui va se réfugier dans un musée, parce que pour lui, c'est l'expression de la beauté. Il se sent bien au milieu des œuvres. Mais cette beauté-là et cette sensualité-là, pour chacun, elle est différente. Ça peut être dans le visage de quelqu'un qu'on aime, d'un enfant, dans un paysage, dans un lieu de culte, évidemment. Les lieux de culte sont travaillés. Qui ne peut pas dire que voilà, une église... moi, je suis à côté d'une église orthodoxe chez moi, rue d'Aru. Quand j'y rentre, c'est la sensualité, la beauté comme ça, sensuelle, incarnée avec les encens. Et donc, c'est très, très, très important comme ça d'être ravi par la sensualité. Et donc, j'ai le sentiment que moi, c'est ce que je recherche en permanence. Quel est votre sens de prédilection entre l'ouïe, le goût, l'odorat, la vue, le toucher? C'est marrant, on m'a jamais posé cette question. Je trouve qu'elle est très très intéressante. D'ailleurs, c'est une question que je trouve tellement intéressante que je pourrais me la poser à d'autres personnes. Parce que tout a un intérêt, évidemment, et tout comment dire... mais je vais dire le toucher. Je vais dire finalement le toucher parce que j'ai eu un plaisir quand j'avais la guitare. Je passe ma vie sur le clavier. Donc je sens que c'est physique pour moi l'écriture. Ou quand j'écris avec un stylo. Et évidemment, le toucher dans la vie amoureuse, bien sûr. Et au-delà de tout, pouvoir toucher ses enfants. Je pensais que vous auriez peut-être dit autre chose. J'aurais dit quoi? Parce que vous parlez souvent du goût des autres. La sensualité, c'est pas que physique. Oui, mais le goût des autres, il est spirituel. Oui, il est spirituel. Le goût des autres, ça me paraît... On ne peut pas être écrivain si on n'a pas le goût des autres, si on n'a pas la curiosité, si on n'a pas envie de se nourrir des autres.
Moi, je crois que c'est d'ailleurs la chose la plus importante que j'ai essayé de transmettre à mes enfants dans l'éducation, c'est le goût des autres. Moi, je vais dire à ma fille, quand on va chez ma mère, je lui dis alors, demande-lui comment elle a dormi, si elle a passé une bonne journée, intéresse-toi à ce qu'elle a fait. Parce que souvent, les enfants vivent dans un royaume d'écocentrisme magnifique d'ailleurs, mais ça fait partie de l'éducation pour moi, le goût des autres. C'est vrai que vous le dites souvent. Et vous avez aussi dit la sensualité est une caractéristique fondamentale de l'écrivain. Je crois que vous continuez à le confirmer. Ah oui, clairement, je ne crois pas qu'on ne puisse pas écrire sans la sensualité. Mais même le rapport au mot, c'est sensuel. Le rapport au mot, voici le 4e, David Fuenquinos, et le dernier. Et on revient vers la spiritualité. Ah, ça vous fait bâiller déjà. Non, pas du tout, mais là c'est tellement... moi je dors très très mal et d'ailleurs c'est bon signe parce que... Enfin c'est bon signe. Souvent, moi je trouve les insomnies, ça me permet de réfléchir, d'écrire la nuit, mais donc je suis une nature très fatiguée parce que je dors très très peu. Et là, bâiller, parce qu'on est quand même, il faut le dire aux gens qui regardent l'émission, je suis tout seul dans un studio, j'entends votre voix, les lumières sont apaisantes, donc dans 5 minutes je vais m'endormir. Parce que, voilà. Vous êtes bercé par la voix. Donc, c'était, j'espère, mais je pense que vous l'avez compris, c'était certainement pas un signe d'ennui ou de manque d'intérêt par rapport à vos questions. Donc le dernier mot, la spiritualité. C'est bien ça. La spiritualité, bon, c'est très important pour moi parce que, en fait, j'associerais quand même plus aisément la spiritualité au mysticisme. Mais, bon, j'ai quand même, tout à l'heure on l'a évoqué, j'ai été gravement malade. J'ai eu le sentiment d'être sauvé. J'ai eu le sentiment d'être protégé. C'est des choses que j'évoque pas trop parce que c'est très trouble tout ça. J'ai eu des visions par moments. Donc ça m'a rendu très mystique, ça m'a rendu très sensible aux signes de la vie. Il y avait une phrase de Modiano dans Livret de famille qui disait « J'avais 20 ans mais ma mémoire précédait ma naissance ». Pour moi la spiritualité c'est ça, c'est porter en soi bien davantage que soi. C'est porter des énergies, celles des autres, celles de ce qui nous touche. C'est l'élévation par rapport à tout ce qu'on vit. C'est voir plus grand que ce qu'on peut voir dans notre périmètre d'action. Donc c'est rendre finalement c'est offrir une dimension supérieure aux choses, pour résumer, je crois. Et donc ça c'est c'est très important pour moi. Évidemment, on pourrait parler aussi de la quête de soi, l'intériorité, la méditation, la spiritualité. C'est évidemment aussi essayer de se comprendre. Pour moi, écrire, c'est souvent une entreprise spirituelle. C'est une démarche spirituelle, je trouve. Y compris, moi j'ai alterné des livres très graves, très douloureux, comme Charlotte ou Vers la beauté, et puis des livres vraiment portés sur la légèreté ou le ludique. Je crois même que dans l'humour, on peut aller chercher une forme spirituelle. Est-ce que vous avez une pratique spirituelle ? Vous parliez de méditation. Ma pratique spirituelle, non, elle consisterait en la marche. Parce que j'ai souvent l'impression que je marche énormément. Ça aère mon esprit et ça me met dans un état voilà, où j'ai l'impression de converser avec moi-même. En marchant. Donc c'est une forme de spiritualité. Et votre rapport avec votre judéité ? Oh, il est très distancié. Il est très distancié. Tout d'abord, bon, ça c'est vous qui le dites, parce que c'est vrai que mes origines sont le judaïsme, mais je ne vis pas vraiment le judaïsme au quotidien. Je ne le vis même pas du tout. J'ai pas du tout de rapport, moi, à la pratique religieuse. Après, ça pourrait être une origine, une orientation intellectuelle, spirituelle, mais je m'intéresse tout autant
au catholicisme, qu'à l'islamisme, qu'au bouddhisme. Je peux intellectuellement être intéressé par les textes religieux, ou en tout cas par les pensées religieuses. Mais non, moi je suis à un moment de ma vie où ça ne fait pas partie de ma vie. Mais par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, le rapport à la religion, j'adore l'idée qu'il ne soit pas fixe. C'est un rapport en mouvement. J'adore, moi, quand j'entends, par exemple, des gens très croyants et qui peuvent dire, en ce moment, je doute, je ne sais plus. Peut-être que la croyance, il y a quelque chose de non statique, d'éphémère, d'impalpable. Donc, si vous me demandez mon rapport à la judéité, il est actuellement proche du néant. Mais j'ai beaucoup de... Je dis pas ça parce qu'on fait cette émission ici sur KTO, mais je l'ai déjà dit à d'autres reprises, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui croient. Parfois je les envie même, ou parfois je sais pas, ça me touche comme ça, la façon de se sentir. Moi, une de mes meilleures amies, elle est vraiment catholique, très pratiquante, et je parle beaucoup avec elle. Et, cette façon qu'elle a comme ça d'être envahie par moments par les formes de grâce ou de protection me touche. Mais j'ai pas ça, moi, en ce moment. En ce moment? Oui, parce que ça changera peut-être. Vous le souhaitez? Non, mais je ne sais pas si je le souhaite. J'ai une grande... ma religion, en ce moment, ce sont les livres. Ma vie est celle d'un écrivain, je me sens nourri, je me sens intellectuellement rassasié, je me sens, comment dire, émerveillé, consolé souvent, je veux dire accompagné par les livres. Je crois qu'on a tous le besoin comme ça, d'aller mettre une force spirituelle dans notre vie, et quelle qu'elle soit, chacun trouve finalement le meilleur remède à son mal-être, j'allais dire, ou en tout cas, chacun a sa propre consolation à la fragilité de la vie. Avez-vous une croyance dans l'au-delà, dans l'après? J'ai longtemps cru, et donc c'est fluctuant, j'ai longtemps cru, d'une manière pas assurée, mais j'ai longtemps cru dans les vies antérieures. J'ai le sentiment parfois qu'on porte des choses qui sont beaucoup plus, beaucoup plus puissantes que celles qu'on a l'impression de vivre. Et tout à l'heure, j'évoquais, en parlant de mon livre Charlotte, qui était animé par cette étrange intuition. Quand j'ai découvert l'œuvre de Charlotte, j'ai eu le sentiment profondément de connaître ce que je découvrais. J'avais le sentiment qu'elle existait déjà en moi. Et donc je crois qu'on est animé par des choses parfois qui sont un peu étranges, à travers la mémoire des murs, à travers des sensations qui font que j'ai le sentiment que les limites de notre temporalité sont un tout petit peu étroites par rapport à notre conscience. Donc oui, je pourrais tout à fait croire en l'idée que notre vie est plus longue que celle de notre corps. Merci, David Fuenquinos. Je vais vous rejoindre à présent. Merci beaucoup. Avec plaisir. À tout de suite. Bon, je suis à nouveau auprès de vous, David Fuenquinos. Alors, cette expérience, comment l'avez-vous vécue? Très bien, mais il était temps que ça s'arrête, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez pudique, même si je parais très à l'aise. Mais c'est vrai que je parle très peu de moi dans mes livres, même si on peut avoir accès à ma personnalité en lisant mes livres, bien sûr. Mais je suis un écrivain de fiction. Donc, au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment de dire beaucoup de choses. Et parce que c'est plaisant aussi, c'est vrai que c'est plaisant aussi de pouvoir parler de soi parfois. Mais voilà, il était temps de s'arrêter. Ça vous met mal à l'aise quand même,
un petit peu de vous dévoiler? Je ne sais pas si c'est mal à l'aise, mais ouais, non, c'est pas. D'ailleurs, très souvent, moi, dans mes échanges même Pas privés. un égotiste. Non, même dans les échanges privés, j'ai plutôt envie d'interroger les autres. Pourtant, un écrivain parle toujours un peu, voire beaucoup de lui-même à travers ses livres, même si ce Oui, ne mais sont alors pas ça, des autobiographies. moi, oui, non, ça c'est sûr. On Et en puis parlait moi, même avec Numéro 2. Oui, bien sûr, il y a certaines choses de moi, on peut me comprendre à travers l'énergie, à travers les termes que je développe, à travers beaucoup de choses, il y a une part de ma personnalité. Mais voilà, exactement. Mais souvent, quand je fais d'ailleurs de la promotion pour mes livres, au bout d'un moment, je me fatigue moi-même. C'est extrêmement, comment dire, c'est une telle chance d'être exposé, de pouvoir parler de son travail. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, je me saoule moi-même. Hein, donc il faut passer à autre chose. Là, c'est un exercice moins habituel. Donc vous avez moins l'habitude quand même, ce type de questions. Oui, moi, alors de ce type de questions, ça c'est certain. Et j'avais un très bon souvenir. J'étais déjà venu sur votre chaîne il y a quelques années. 2013. Et puis, c'est aussi plaisant d'avoir le temps d'exprimer les choses, d'être dans un... Même le lieu fait qu'on est dans une énergie plus calme et peut-être plus d'introspection. Donc oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est bien d'alterner ces émissions-là et puis après Ruquier, des choses où il y a des invités, c'est du direct. Voilà, c'est bien de pouvoir faire les deux. Qu'est-ce que vous préférez quand même? Moi, j'aime bien les deux. Ça, c'est une grande chance aussi pour moi parce que j'ai la chance d'être à la fois plutôt un auteur publié chez Gallimard avec des prix littéraires et en même temps assez populaire. Donc, dans ma promotion, pouvoir faire la même journée Les Grosses Têtes et France Culture, je trouve ça assez plaisant. Mais mes livres sont marqués par cet aller-retour entre des livres plus graves, plus mélancoliques et puis du divertissement, des choses plus légères. J'ai besoin, moi, profondément d'alterner les deux. J'ai besoin de moments comme ça où grâce à vous, on est dans la profondeur des choses, dans la densité, et on parle des choses plus sérieusement. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a plus marqué que les autres sur les 4 mots? Sensualité? Alors, séparation, non. Livre, on pourrait tout mettre avec les livres, c'est certain. Spiritualité, c'est un peu le sujet aussi de cet entretien, mais c'est vrai que vous avez raison. Je crois que ça serait sensualité. Parce que pour moi, la sensualité, je l'associe beaucoup à la sensibilité aussi. Et donc pour moi, c'est la corde principale. Même si j'aime, comment dire, le cérébral, j'aime l'intellect, mais je crois que le cœur de toute chose, c'est la sensibilité. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose de sensible dans vos cartons à venir, en écriture ou cinéma? Non. Ce que vous nous dévoilerez? Non, pour la première fois, là, à l'heure où on se parle, je n'ai aucun projet. Ni livre, ni pièce de théâtre, ni film. Je crois que j'ai besoin aussi d'avoir quelques temps de... J'essaie toujours de me renouveler, d'aller ailleurs, de changer, de me réinventer. J'ai pas envie de faire les choses pour les faire, d'une manière systématique, pardon. Et donc, j'attends. Vous attendez que l'inspiration vous tombe dessus, un peu comme J.K. Rowling. Ouais, c'est vrai. Comme vous le racontez très justement dans ce livre, Mais ou comme vous-même d'ailleurs. Ouais, elle est toujours venue comme ça. J'attends, mais je suis pas du tout pressé. J'ai cette chance de pouvoir avoir du temps devant moi, dans les conditions matérielles, je veux dire. Et donc, non. Je trouve que c'est assez... j'ai besoin de me régénérer, de vivre des choses. En attendant que l'inspiration vous tombe dessus, ou comme pas, la foudre. C'est incroyable. Peut-être que ça sera mon dernier livre, peut-être que c'est fini. Ça fait 20 ans que ça dure, donc il n'y a pas de raison. On ne sait jamais. En tout cas, je vous propose vraiment de lire ce dernier roman de David Fonkinos, numéro 2. C'est vraiment chouette. En plus, quand on connaît un peu l'histoire d'Harry Potter, on a vraiment l'impression, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a quand même une vraie base de faits réels, mais en même temps, toute une histoire incroyable d'échecs et de réussites en clair-obscur qui est très jolie et très profonde. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à vous derrière vos écrans. Vous pouvez retrouver le replay de cette émission comme d'habitude sur 4tv.com. À bientôt.